Bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2024. Et nous allons parler pluriannualité en matière de santé. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Chez Lamine Garbi, vous êtes le président de la FHP. Monsieur, à vos côtés, Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF. Adrien Michaud, vous êtes vice-président des affaires publiques du SNITEM, c'est bien cela. Sophie Beaupère, vous êtes la déléguée générale d'Unicancer. Louis Champion, vous êtes le président de la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et enfin, Laurent Ganza, à mes côtés, vous êtes directeur des affaires publiques du LEM. Monsieur le président de la FHP, cher Lamine, cette première question pour vous. Vous allez nous présenter le comité des acteurs de santé du MEDEF. On le rappelle, vous le présidez, mais il est sous l'égide du MEDEF. Oui, merci déjà. Merci pour cette belle table ronde dont la parité saute aux yeux. Mais Sophie, tu es au centre de nos préoccupations et de nos débats. Effectivement, merci au MEDEF et à son passe-président Geoffroy Roux de Bézieux qui, sous son impulsion, nous avons pu créer ce comité des acteurs de santé et soutenu bien évidemment par Patrick Martin, son président, et puis par toi-même, vice-président. Donc c'est une belle aventure parce qu'on n'est plus entre nous, on est ensemble avec des fédérations, avec du médicament, de l'industrie, des complémentaires. Et ça nous permet de réfléchir et peut-être d'être force de proposition sur cette vision pluriannuelle. Parce qu'il faut savoir que nos budgets, ça fait rêver l'entrepreneur que tu es, de savoir qu'au 1er mars, tu ne connais pas le budget que tu vas avoir pour l'année et surtout que tu le connais 2 mois après la publication des tarifs. Ça devient absolument anxiogène. Alors pour reprendre la parole de Jean-Carl Grelier, député qui porte une loi de programmation, c'est un niveau au-dessus, hein, cette loi de programmation. C'est une discussion de quinquennat. Voilà, c'est pas une discussion. Par contre, nous, on aimerait avoir une pluriannualité maintenant. Maintenant qu'on puisse enfin, dans nos budgets, dans nos travaux, savoir comment va se passer l'année. Voilà notre position, voilà notre demande. On a bon espoir, parce que ça ne coûte pas d'argent, hein, de prévoir. On a bon espoir d'y arriver. Voilà ce que... Et merci à tous les acteurs pour cette participation aux travaux et surtout le rendu que nous portons au sein du MEDEF. Merci. Alors, monsieur le vice-président du MEDEF, vous allez dans un premier temps... Bonjour, merci à vous. On va s'intéresser aux enjeux de santé et vous allez me dire pourquoi effectivement le MEDEF s'intéresse aux questions de santé. Et puis, bien évidemment, nous allons parler ensuite de ce plaidoyer pour une approche pluriannuelle de la santé. Je vous en prie, monsieur Le Sachet. Alors, tout d'abord, merci Lamine de ton invitation. Lamine, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on échange. Et Lamine contribue beaucoup à faire prendre conscience au sein du MEDEF des problématiques sectorielles, mais qui ne sont pas que sectorielles. La question de l'accès aux soins, qui n'est pas une question uniquement pour le secteur public, hein, le secteur privé également, est essentielle pour l'attractivité des territoires, et quand je dis des territoires, des entreprises. Une des raisons qui est évoquée généralement par des chefs d'entreprise quand on se déplace en France sur la difficulté à recruter des cadres, des talents, des salariés, c'est la mobilité géographique. Et la mobilité géographique, les 2 premiers sujets qui montent souvent, j'allais dire en priorité, c'est le coût du logement ou l'accès au logement et l'offre de soins. Donc si on n'a pas un continuum d'offres de soins au plus près du terrain, au plus près des entreprises, qui donne confiance aux salariés pour se projeter dans un projet professionnel dans un territoire, on a une difficulté à attirer au sein de nos PME, je sais pas, au fin fond de l'Ardèche, parce qu'on a aussi une concentration de l'offre de soins publique. Certains disent une rationalisation, je ne sais pas si c'est très rationalisé. En tout cas, il y a des trous sanitaires qui sont extrêmement importants et donc c'est pour nous essentiel qu'on ait une vision de ce maillage. Premier point. Deuxième point, il y a quelque chose de fondamental qui nous préoccupe beaucoup et qui n'est pas propre d'ailleurs au secteur de la santé, c'est la différence de traitement entre le secteur public et le secteur privé. Et ça, c'est un problème qui est fondamental. On a l'impression que des missions de services publics, entre guillemets, qui sont rendues par le secteur privé ne sont pas reconnues comme telles, ou en tout cas sont traitées différemment.
La tarification est un exemple flagrant d'inéquité entre le secteur public et le secteur privé. Mais si je prends d'autres exemples dans d'autres secteurs, je disais quelques mots à Lamine du cas des distributeurs automobiles. On a lancé le leasing social, vous le savez, pour les véhicules électriques. Les concessionnaires ont avancé 330 millions d'euros. Ils ne sont toujours pas remboursés à date par l'État. Et donc, ils sont obligés de se réendetter pour pallier aux carences de l'État. C'est absolument anormal de faire porter au secteur privé la charge, j'allais dire, de faillite de la puissance publique. Et donc, cette inéquité de traitement, elle est plus profonde simplement que le secteur de la santé. C'est une question culturelle presque. On voit comment on est maltraité dans les négociations, dans les discussions. On voit comme il y a une absence de projection. Lamine le rappelait, c'est un secteur avec des entrepreneurs, avec des entreprises de toute taille, avec des petits groupes de cliniques indépendants pour ce qui concerne la FHP, avec des grands groupes. Mais ces entrepreneurs, ils ont des investissements qui sont certains et ils ont des recettes qui sont non seulement contraintes, mais pour lesquels la visibilité est extrêmement faible et généralement où il y a encore une fois un traitement qui est différent. Comment on peut expliquer qu'un acte qui est produit, un service qui est produit dans l'hôpital public soit pas rémunéré de la même façon dans une clinique privée? Et c'est pas vrai que les cliniques ont des rôles différents. Je suis désolé, il y a de la recherche dans les cliniques privées. Il y a aussi des activités par exemple d'urgence qui sont assumées par des cliniques privées et donc de casser espèce de barrière publique-privée et de considérer les acteurs du secteur privé comme des partenaires fiables, matures, pas d'infantiliser le secteur privé avec le bâton et la carotte, avoir une vraie contractualisation qui projette dans la durée, je pense que c'est essentiel pour le secteur de la santé. Mais alors, si vous le permettez, je vais donner la parole à Laurent Genza, qui est malheureusement attendu pour une rencontre avec un député sur le stand du LEM. Alors, il va devoir nous quitter dans quelques minutes. Alors, je vais vous poser 3 questions. Pourquoi est-ce que vous avez adhéré à ce plaidoyer pour une approche pluriannuelle de la santé? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la pluriannualité? Pourquoi on a adhéré? Parce que c'est un combat qu'on porte depuis des années au LEM. Et puis surtout, on a constaté que c'était un combat qu'on partageait avec beaucoup d'acteurs de santé. Et je me dis même qu'au-delà des acteurs privés de santé, je suis assez persuadé qu'un certain nombre d'acteurs publics seraient heureux d'avoir un peu plus de visibilité sur quelques années. Et aujourd'hui, effectivement, en matière de santé particulièrement, pour tenir compte notamment de données épidémiologiques, du vieillissement de la population, on a un secteur qui a besoin d'élargir la focale. Et aujourd'hui, moi je me dis, si je me mets à la place du décideur public, je me dis c'est très ingrat en réalité. Comment je peux engager des plans sur plusieurs années qui adressent des vraies problématiques de santé ou des problématiques d'accès aux soins ou des problématiques industrielles ou d'organisation des soins, alors que chaque année, j'ai un vecteur législatif, le PLFSS, qui est susceptible de rebattre les cartes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Chaque année, les cartes sont rebattues sur le champ, alors pour ce qui me concerne, de la régulation, du financement, de l'accès. Et alors, nous, au LEM, on a 300 entreprises. Et dans ces entreprises, vous avez de tout. Des biotech, des TPE, des PME, et puis des grandes multinationales. Et toutes ces entreprises ont besoin pour financer. Il y a 15 jours, il y avait de Choose Friends. On a annoncé 2,5 milliards de financement. Moi, je suis convaincu qu'on aurait pu annoncer beaucoup plus. Si on était un pays qui donnait de la visibilité sur 2-3 ans, on ne demande pas la lune. Je suis convaincu que ça libérait énormément d'investissements. Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un secteur concurrentiel, mondialisé, qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui qui ne revendique pas sa souveraineté sanitaire, eh bien quand vous avez un pays comme la France, qui a bien des atouts évidemment, mais qui est très instable dans sa norme et avec cette annualité des lois de financement, eh bien ça ne vous donne pas envie d'investir forcément autant que vous pourriez le faire. Donc c'est pour ça qu'on a été très heureux que le MEDEF prenne le combat et que sous le pilotage de Lamine, qui anime très très bien les réflexions du comité des acteurs de santé, on puisse s'entendre sur un texte vraiment où on se retrouve tous, je pense. Ça veut dire qu'effectivement, Lamine va nous présenter plus en détail ce plaidoyer. Il faut clarifier le rôle de chacun, c'est ça? Ah oui, par pitié. Ah non, mais par pitié, la gouvernance de la santé, mais c'est juste horrible. Alors, peut-être qu'on ne partage pas tous, mais nous, au secteur industriel, on a 5 ministères de rattachement. Et on a pléthore d'agences, d'autorités indépendantes, de directions centrales. En ce moment, comme nous tous, je pense, depuis la formation du nouveau gouvernement, on fait le tour de tous les cabinets. À chaque fois, on rencontre des interlocuteurs qui nous disent « Ah, mais comme c'est intéressant !»
Et puis on va voir le suivant qui nous dit « Ah mais comme c'est intéressant ». Et à un moment donné, on a envie de dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait synthétiser un petit peu tout ça ?» Parce qu'on porte, comme vous tous, beaucoup de propositions. Je pense qu'il y a beaucoup... Pour relever les défis en santé, il y a une question de financement qui est majeure, évidemment, mais il y a une question de simplification, d'agilité, qui est juste... On a su trouver les moyens pendant la crise Covid. On a oublié cette inventivité, cette créativité qui nous avait permis d'aller plus vite et plus fort. Donc oui, on aimerait bien qu'il y ait effectivement, sur le plan de la gouvernance, de vrais efforts qui soient faits. Alors, j'ai une autre question. Ça vous permettra à vous, les entreprises du médicament, d'innover et d'être au rendez-vous des grandes priorités de santé. C'est ça, si j'ai bien compris aussi? Nous, on a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'abord que nos producteurs de produits matures, qui sont les médicaments du quotidien, aient une soutenabilité économique face aux géants, la Chine, l'Inde, qui leur permettent de continuer à produire en France et à garantir une sécurité d'approvisionnement. Et puis à l'autre bout du scope, il y a effectivement ceux qui développent des grandes innovations thérapeutiques qui ont besoin d'avoir la visibilité sur la manière dont le système va être outillé pour pouvoir financer à la fois ces innovations et répercuter toutes les économies qui vont être permises par ces innovations. Un exemple, l'hiver dernier, un médicament, le Beyfortus, a permis d'éviter 5900 hospitalisations de nourrissons. Voilà, ça fait partie des gisements d'économie qu'il faut que le système soit capable d'anticiper et de répercuter. Voilà. On vous laisse filer, Laurent Ganza. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis nous accueillons Lorraine Ferrand. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la directrice des affaires publiques du CINERPA, c'est bien cela? Lamine, cher président, je me tourne vers vous. On va rentrer plus en détail dans ce plaidoyer, si vous le voulez bien. Il y a plusieurs points, plusieurs objectifs. L'objectif, il est simple, c'est d'aboutir. Oui, bien sûr. Oui, c'est d'aboutir. Nous étions dans un contrat de pluriannualité qui avait été acté avec une ministre de la Santé que j'ai adorée, qui est Agnès Buzyn. En un mois, nous étions arrivés à bâtir les 3 années. Et puis... voilà, changement Covid, changement de ministre, report. Non, c'est d'aboutir et surtout d'élargir. Voilà, donc peut-être voir la position de mes amis et partenaires. Oui. Et en tout cas, merci au MEDEF parce que si un jour je veux arrêter la FHP, je pense que tu pourras en ma place sans problème. Tu as maîtrisé parfaitement les sujets et c'est extraordinaire parce que, tu es jeune, ça c'est un peu une jalousie. Et si tu maîtrises tous les dossiers comme ça, donc bravo parce que ça fait plaisir d'avoir un MEDEF aussi punchy et à propos de nos sujets. Allez, la parole aux femmes. Sophie Beaupère, je vous en prie. Oui, merci. Effectivement, Unicancer, on est privé à but non lucratif, mais privé, on est très attaché à ce statut privé parce qu'on est attaché, comme toutes les personnes autour de la table, à l'efficacité, au service rendu aux patients. Et je tiens à le rappeler en première intention. Alors la pluriannualité, ça a été dit, évidemment, elle est nécessaire à cause des enjeux, des défis auxquels on fait face aujourd'hui. On peut citer le vieillissement de la population, on peut citer les difficultés qu'on a aujourd'hui en matière de ressources humaines, médicales et paramédicales, et la prévention est une absolue nécessité. Et on ne peut pas envisager d'action de prévention sans avoir une vision pluriannuelle qui permet de se projeter, de voir comment on va pouvoir faire des économies, mais aussi améliorer la qualité de vie des patients, pour donner un exemple. Donc c'est pour ça que ce plaidoyer, je pense que nous sommes tous très convaincus autour de la table. Avoir une loi de programmation pluriannuelle pour la santé, comme on peut l'avoir aujourd'hui pour la défense, pour donner un exemple, c'est non seulement possible, mais totalement indispensable pour pouvoir aborder les sujets qui ont été évoqués, l'innovation, rester dans la compétition internationale qui concerne la recherche clinique en particulier, mais aussi pouvoir décloisonner, ça a été dit, avoir un pilotage notamment interministériel des nombreux sujets. Je pense justement à la santé globale, à la prévention, avec le lien entre santé et environnement notamment, mais aussi à tout ce qui concerne les parcours des patients, qu'il faut absolument décloisonner. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je dirais, peut-être de clivage parfois artificiel entre l'ensemble des acteurs du système de santé, alors que tout ce qui permet aujourd'hui d'avancer, c'est les projets qui sont fédérateurs autour des parcours des patients. Je pense aux articles 51 qui ont le mérite d'exister, qui sont un peu lourds à gérer, mais qui permettent quand même de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs du système de santé, et médico-sociaux d'ailleurs aussi, pour pouvoir faire des choses innovantes,
pour pouvoir davantage se coordonner. Et c'est ce à quoi on croit. Et c'est pour ça qu'il faut absolument une vision pluriannuelle et si possible une loi de programmation pluriannuelle. On va y venir. Je vous en prie. Louis Champion, allez-y. Oui, bonjour, merci. Je voudrais remercier beaucoup la mine et le MEDEF. La mine pour toute l'animation et de coordonner un peu tout ce monde de la santé et le MEDEF d'avoir donné cette impulsion. Donc vraiment merci. Les prestataires de santé à domicile, ce sont des acteurs de la santé de proximité. Ce ne sont pas des professionnels de santé, ce ne sont pas des établissements de santé. Ça prend en charge 3 500 000 patients à domicile. Le nombre de patients pris en charge à domicile croît de 9% par an. C'est massif. Et donc, quand on parle du vieillissement de la population, le vieillissement de la population, ça a des chiffres. D'accord ? 9% de pathologies chroniques de plus en France pris en charge à domicile. Donc, pourquoi on parle de pluriannualité ? Parce que c'est inéluctable. C'est inéluctable. Il y aura plus en plus de patients chroniques. La cohorte des décès va croître. Elle va arriver à 800 000 dans 5 ans. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je rejoins un terme de la mine, c'est de dire, on fait. C'est-à-dire, quand vous posez la question à la mine de dire, qu'est-ce que vous feriez, cher la mine ? Et il vous répond, j'aimerais bien qu'on aboutisse. Eh bien, moi, je vais vous dire la même chose. J'aimerais bien qu'on aboutisse. On a des administrations qui ne font pas. D'accord ? Alors, les propositions sont là. D'accord ? On comprend très bien que quand on a des croissances en volume de ce type-là, il faut des gains de productivité. Tout le monde le comprend. C'est ça, être responsable. D'accord ? On fait ces propositions. Elles sont sur la table. Elles sont entendues par les administrations qui nous disent « Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et merci, merci. » Et ce what, rien depuis 4 ans. Donc, une programmation pluriannuelle, ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre des objectifs. Quelle performance je veux pour mon système de santé ? Quelle performance je veux en santé publique et combien je suis mis à prête sur la table ? Et à partir de là, je veux dire combien je veux de productivité. Et vous allez avoir des acteurs qui vont vous dire, ok, la productivité, je peux la délivrer à condition qu'on fasse comme ci, comme ça. Vous voyez ? Si je ne le fais pas, c'est quoi mon objectif ? C'est de rentrer dans l'ONDAM. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Mais vous ne pouvez pas faire rentrer un rond dans un carré, un pied de 42 dans une chaussure de 36. Ça ne rentre pas, vous n'y arriverez pas. D'accord ? Donc il y a des crises et on va de crise en crise. Et donc vous êtes simplement sur une régulation tarifaire qui, elle, n'a plus de sens. Et là, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez des plans sociaux. Sur un secteur qui est le plus performant en termes économiques et de santé publique, vous trouvez le moyen d'avoir des plans sociaux. Ce qui est quand même le comble de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'augmenter la performance de l'hôpital, besoin de fixer les gens chez eux, et vous ne permettez pas de le faire. Quelle est cette injonction paradoxale ? Voilà pourquoi. Adrien Michaud, même question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez adhéré à ce plaidoyer et que signifie pour vous la pluriannualité ? Alors, nous, on représente les entreprises des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Alors, je vais rejoindre évidemment ce qui a été dit. C'est la raison pour laquelle nous, on a voulu cette pluriannualité depuis de nombreuses années, exactement comme le LEM. Puisque voilà, quand on est un industriel en France ou ailleurs d'ailleurs, quand on est une multinationale ou une plus petite entreprise, il est très difficile de ne pas avoir de cap, comme l'a expliqué monsieur à l'instant, de ne pas avoir de cap et d'attendre tous les ans de savoir à quelle sauce on va être mangé ou pas d'ailleurs. Le coup près va tomber sur le voisin ou sur nous. C'est extrêmement compliqué. Ça introduit énormément de méfiance, voire de défiance des industriels. À l'heure où on parle de souveraineté aujourd'hui française et européenne, je crois que c'est un petit peu dommage. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'effectivement, la santé demande le courage des réformes aujourd'hui, depuis quelques années. Je crois qu'il y avait des choses qui avaient été quand même introduites dans Ma Santé 2022. On n'en parle pas beaucoup. En tout cas, le passage à l'échelle n'a pas été fait, je ne crois pas, sur beaucoup de sujets. Et donc, on saupoudre des mesurettes par là, on ajuste. Et il faut quand même commencer à avoir le courage des réformes. Et le courage des réformes, ça commence par une réforme, comme l'a dit Lamine, qui ne coûte pas grand-chose, mais qui serait certainement très efficiente. C'est la pluriannualité, la programmation pluriannuelle des budgets. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment en finir avec cette annualité des budgets.
qui nous laisse toujours perplexes et qui nous laisse vraiment dans une opacité qui est indéfendable, nous, auprès de nos entreprises. Lorraine Ferrand, je vous en prie. La pluriannualité, en fait, c'est un des meilleurs outils pour répondre aux enjeux des acteurs privés du grand âge que nous, on représente au CINERPA. Parce que le constat sur le vieillissement de la population, nous, on le fait depuis quasiment toujours. C'est notre vocation première avec nos professionnels sur le territoire. Mais maintenant, on veut pousser dans le sens des outils qui nous serviront à ne plus remettre en question les acquis qu'on peut avoir avec certains gouvernements. À chaque remaniement, on a une remise en question de nos deals, de nos engagements, de nos promesses. Et la pluriannualité, c'est la meilleure façon d'y répondre. Parce que peu importe le jeu politique qui est de plus en plus mouvant, on pourra avoir des choses qui seront incrustées dans le marbre et agir tous ensemble dans le même sens. Fabrice Le Sachet, je vous ai vu effectivement acquiescer aux propos des personnes qui sont sur le plateau. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est une visibilité sur les ressources, les différentes ressources qui vont permettre d'avoir une programmation pluriannuelle et d'être au rendez-vous des grandes priorités. Je crois que ça a été rappelé par tous les intervenants à ce panel, de pouvoir se projeter, mais j'allais dire c'est du bon sens en fait. Ce qui est dit là par les différents acteurs, c'est du bon sens. C'est-à-dire vous ne faites pas un modèle économique où chaque année vous avez un coup près qui en plus est annoncé au dernier moment, parce que derrière il y a de la logistique, il y a des logiciels, c'est pas au dernier moment, à 10 jours d'une date butoir qu'on annonce des choses, en plus quand elles sont décevantes. Mais encore une fois, l'idée c'est de ne pas infantiliser des professions, d'avoir un rapport de confiance. Et le rapport de confiance, c'est de se dire qu'ensemble, par l'intelligence collective, on arrive à se donner des trajectoires et à se projeter. Mais le sous-jacent, le biais idéologique de tout ça, c'est de la partie publique de se dire que le secteur privé ne souhaite que optimiser son profit. Mais je suis désolé, le profit c'est important, on avait le LEM, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce, oui. Les entreprises, même les entreprises qui offrent, des services de soins, ont besoin de faire du profit, ont besoin d'attirer des capitaux. Si aujourd'hui on pleure parce qu'on n'arrive pas à trouver en pharmacie certains médicaments, si on pleure parce qu'on a l'impression de temps en temps qu'on a une offre de soins qui se délite, c'est parce qu'il y a aussi une question de moyens, d'argent, qu'il y a des nouveaux pays, il y a des pays émergents, il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table. Et je prends l'exemple des médicaments parce que on a un système qui permet de financer l'innovation, en tout cas de la stimuler, qui est le crédit d'impôt recherche. Chaque année, le CIR est remis en cause. Et quand on ne le remet pas en cause, on le fait de façon insidieuse, puisqu'on met en place des contrôles qui sont d'une exigence absolue. On va regarder dans les mails pour savoir si les personnes en cause sont bien sur des activités de recherche ou pas. Donc on fait tout finalement pour dégoûter les entreprises de ces systèmes. Et quand on fait peser sur la tête des entreprises cette menace de l'arrêt du CIR chaque année, finalement on ne donne pas non plus de visibilité. La visibilité, c'est une question qui est holistique, qui est globale. On pourrait parler du coût de l'énergie, puisqu'il y avait aussi cette question qui était très prégnante. Si on ne donne pas, et c'est pour ça que le MEDEF s'est battu pour qu'on réinvestisse dans les ENR, dans le nucléaire, pour donner à long terme un coût de l'énergie qui soit évidemment décarboné, mais qui soit aussi compétitif. Parce que les entreprises ont besoin de gagner de l'argent. Lamine Gharbi, je vous laisse rebondir sur les propos de Fabrice Le Sachet, puis on va peut-être effectivement développer certains points de ce plaidoyer. Non, on est tout à fait en face, c'est évident. Sur la différence entre le public et le privé, c'est que le public, il est immortel. Il est immortel. Nous sommes mortels. Nous sommes mortels via les tribunaux de commerce et nos sociétés qui doivent être à l'équilibre, dégager une marge de 3% à minima pour continuer à investir. L'argent, c'est pas tabou. On n'arrête pas de le stigmatiser. Non, nous sommes efficients, nous sommes moins chers. L'industrie du médicament produit des médicaments à bas coût. Et s'il y a des pénuries, il faut aussi le dire, c'est parce que les seuils de rentabilité ne sont pas atteints. Et il y a des déplacements de marché. Donc c'est important de dire les choses et de ne pas se voiler derrière notre petit doigt parce qu'il n'est pas assez gros. Donc oui, bien sûr, mais moi j'ai la stratégie là. Je fais un 6 minutes de la table ronde et je l'envoie à tout le monde.
je l'envoie à Bercy, je l'envoie à Matignon, je l'envoie à l'Élysée, je l'envoie à tous les ministères de l'industrie, de la santé, nous on en a 2, on n'en a pas 5, on en a 2, du travail, et puis ça va aller vite, hein, parce qu'il y a un consensus. Il y a un consensus sur l'opérabilité et sur cette vision d'entrepreneur. On ne peut pas continuer à naviguer à vue, à naviguer avec la crainte année après année d'avoir nos budgets qui se paupérisent, des délocalisations pour ceux qui le peuvent. Nous sommes une entreprise de main-d'œuvre sur le soin. Donc on ne peut pas délocaliser une clinique. Par contre, on peut la fermer si elle n'est pas rentable. Et qui va fermer en premier? C'est la clinique de proximité. Ce n'est pas la grosse clinique dans les grosses métropoles, c'est les cliniques de proximité. Donc, réduction de l'offre de soins, paupérisation de la médecine, parce que s'il n'y a plus de clinique, eh bien, il n'y a plus de médecins. Et inversement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de clinique. On est ensemble. Donc c'est pour ça que ce dossier-là, il est fondamental, mais je suis un peu lassé, usé de devoir répéter tout le bon sens. Et quand le MEDEF nous regarde, il doit se dire, mais c'est un monde de fous, quoi. C'est un monde de fous. Que je sois jamais malade, hein, mais si on soigne encore bien en France, que ce soit dans le public et dans le privé. Alors justement, Sophie Beaupère, Monsieur Champion, Monsieur Michaud, veut peut-être réagir aux propos de Lamine. Oui, rappelons que la loi de programmation pluriannuelle de la santé, par exemple, c'est une demande de l'ensemble des fédérations, qu'elles soient publiques ou privées. Je tiens à le rappeler. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se projeter sur le plan économique, comme ça a été dit. On ne peut pas faire des investissements sans avoir une visibilité à 4 à 5 ans à minima. Mais aussi, je dirais, sur le plan des objectifs et de la stratégie de santé. Je pense tout simplement aux enjeux que sont la pertinence des soins, le financement à la qualité, les engagements qu'on est prêts tous en fait à avoir sur ce sujet, qui permettent de faire des économies, mais des économies intelligentes pour le système. Pas des économies, je dirais, au détriment de la qualité des soins. Et c'est pour ça que la vision pluriannuelle, elle est partagée et qu'elle fait consensus, d'ailleurs, entre ensemble des acteurs, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, et qu'elle est porteuse de sens. Je vous en prie. Évidemment, j'adhère à tout ce qui a été dit. Ce qui me frappe, il y a 2 choses qui me frappent. Le premier, c'est que l'impossibilité d'avoir une relation de confiance avec les tutelles. La pluriannualité, ça consiste à discuter, à négocier. Et donc, ça établit la relation de confiance. Le deuxième point, c'est méconnaître un truc qui est fondamental, qu'on connaît parfaitement dans nos entreprises, qui est apprendre. Tout changement est un apprentissage. L'innovation est un apprentissage. On ne réussit rien du premier coup. On réussit en multipliant les petits pas, en se donnant une série d'objectifs qu'on va réussir. En l'absence de régulation pluriannuelle, on interdit d'avoir des objectifs. On est uniquement sur du comptable. Il n'y a aucune chance qu'on apprenne et qu'on arrive à faire des gains. Alors, en fait, les gains d'efficience, les économies, il s'agit de faire des gains d'efficience, c'est-à-dire des gains de productivité qui soient structurels. Évidemment, c'est ce que vous permet l'innovation. L'innovation, elle va tirer ça, elle va tirer des gains d'organisation et une manière de voir le monde. Et c'est une manière d'identifier en commun des objectifs et de le mettre en place. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez des gens qui en réalité ne sont pas dans la production de soins, qui ne sont pas dans le dialogue, qui n'entérinent pas les gains. Si vous voulez, les prestataires, est-ce que vous savez que la plus grande opération de télémonitoring du monde est en France? Elle est menée en place par l'IPSAD avec 1 700 000 patients depuis 4 ans. D'accord? On a appris énormément. On est capable de servir ces mêmes patients avec 30% de coûts en moins. On a les solutions. Mais et il faut du temps pour les mettre en place. Est-ce qu'on a le dialogue? Non, il n'y a pas ce dialogue. Et le point de la confiance est absolument fondamental. Adrien Michaud, je vous en prie. Oui, alors vraiment, évidemment, je vais faire des doublons, mais on a l'impression vraiment, notamment en termes de régulation, que la santé n'est pas considérée comme un domaine stratégique. Et je crois qu'il faut que ça change. Déjà, quand on commence par ça, ça change beaucoup de choses. Alors, la fixation des objectifs, c'est extrêmement important. Si on a une pluriannualité dans la gouvernance de la santé, évidemment, il va falloir fixer des objectifs. Et ça permet effectivement la lisibilité dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça permet aussi, surtout, que dans les administrations, il n'y ait plus cette dualité entre le discours politique et son déploiement opérationnel. C'est-à-dire que nous, on entend les grandes nébuleuses politiques, mais quand on va effectivement voir les cabinets, les différentes tutelles,
bon, voilà, personne ne se parle, donc il faut désiloter absolument. Il faut un pilotage interministériel fort, extrêmement fort et clair. Puisque vraiment on navigue à vue, mais dans plusieurs silos. Donc vraiment c'est schizophrène cette situation, et on gagnerait en efficacité à vraiment introduire cette transversalité. C'est plus que l'introduire, il faut l'imposer maintenant. Ce qui est extrêmement rageant aussi, c'est que ça existe déjà dans d'autres secteurs. Le secteur de la défense, voilà, que je connais un petit peu dans ma vie perso, c'est un secteur qui anticipe, enfin qui analyse les risques d'aujourd'hui et qui anticipe ceux de demain. Pourquoi on ne fait pas pareil pour la santé? Ça devrait marcher exactement de la même façon. Et pour autant, eux, ils ont une programmation annuelle, pluriannuelle. Donc ça, c'est extrêmement rageant. Et donc, pour revenir à ma position d'industriel du dispositif médical, voilà, je souhaite dire que vraiment, la défiance et la perte de confiance qu'on a chaque année, même quand ce n'est pas nous qui sommes impactés sur les régulations chaque année, c'est très compliqué de faire comprendre à nos entités qu'il faut investir en France et qu'il faut faire confiance. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir confiance. C'est impossible. Lamine Gharbi, j'ai une question concernant cette campagne tarifaire qui finalement... Non, mais vous voulez m'énerver là? Vous voulez m'énerver? Non, mais je voudrais le sentiment de Fabrice, parce que finalement, non, par rapport à ce plaidoyer et à tous les objectifs que vous atteignez, avec cette campagne tarifaire, vous êtes lésé. Non, mais c'est même pas une lésion, non? Comment on peut dire? Non, mais c'est 15 fois plus. 15 fois plus d'un côté que de l'autre. Alors comme je suis dans l'antre, je dirais, de la grande maison de l'hôpital public, je vais être discret, sinon ils vont à 1000, ils vont me tomber dessus. Mais bien sûr que c'est inique et scandaleux. C'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement de grève du 3 juin. Et bien sûr, on ne peut pas accepter cette dichotomie de traitement entre deux secteurs. Et il y a une tribune là, qui a été écrite par Agnès Verdier-Molinier, une économiste. Elle expliquait que si nous disparissions, les cliniques privées, ça coûterait 5 milliards de plus à l'État, parce que l'hôpital public est plus coûteux. Donc au lieu de nous stigmatiser, moi je voudrais une médaille, quoi. Voilà, une médaille de celui qui fait faire des économies à la sécurité sociale. Et au lieu d'avoir, je dirais, d'engager des mouvements durs de grève et des tensions avec l'ensemble du gouvernement, je préférerais qu'on parle de prévention, je vois un tapis de course, qu'on parle de pertinence et qu'on parle de pluriannualité, comme ça pendant 3 ans ou 4 ans, on ne parle plus chaque année de ces punaises, pour employer un mot correct, de tarifs qui nous plombent la vie. Voilà, donc c'est partagé. Alors, si je vous ai posé la question, c'est parce que je sais que tous autour de la table, l'égalité, l'équité est un sujet qui vous tient à cœur. Monsieur Fabrice Le Sachet. Oui, enfin c'est aussi surtout la performance et puis le fait qu'on arrive à rendre un service pour nos concitoyens. Je prends l'exemple du logement. Le logement, il y a quelques années, on a tiré la sonnette d'alarme en disant on ne construit pas assez. Il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Toutes les fédérations professionnelles ont fait comme vous. Au sein du MEDEF, en dehors du MEDEF, ils ont pris la parole auprès des journalistes, dans les médias, ils ont pris à partie l'opinion publique, ils ont expliqué les choses rationnellement, combien le secteur de la construction ramenait en fiscalité à l'État, quel était l'impact en termes d'emploi, quel était l'impact sur le coût et l'accès au logement, quel était l'impact sociétal sur le mal logement. Tout ça a été documenté, objectivé, on a fait colloque sur colloque sur colloque. On a aujourd'hui le résultat d'une absence de politique publique sérieuse qui a pris en compte les doléances du secteur privé, qui a essayé de travailler, plutôt qui n'a pas essayé de travailler intelligemment avec le secteur privé. Le résultat, c'est quoi? C'est un effondrement drastique de la production de logements, notamment de logements sociaux. Donc c'est les plus fragiles. C'est les plus fragiles qui sont touchés. Le coût du logement mensuel pour le dernier décile est passé de 30 à 40%. C'est-à-dire que vous avez des dépenses contraintes non arbitrables pour les plus pauvres qui sont absorbées par le logement. Ce qui est vrai du logement le sera peut-être un jour de la santé. C'est-à-dire des gens qui se refusent des soins parce que l'accès est compliqué, parce qu'on n'a pas eu ce contrat de confiance avec tout le secteur ou le continuum privé de la santé, parce qu'on n'a pas utilisé correctement ces structures pour faire de la prévention, pour aider. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais je crois qu'on est à 41 000 centenaires aujourd'hui.
Et d'ici 2050, ça va être multiplié par 4, 5, 6. Et donc, on parle toujours du coût du vieillissement. On ne voit pas non plus l'impact positif de ce vieillissement, parce qu'on a des gens aussi, s'ils sont en meilleure santé, qui peuvent contribuer économiquement à la société, qui peuvent travailler plus longtemps, qui peuvent avoir des activités qui ont des externalités positives, qui génèrent des recettes fiscales. Et donc, je pense que ce raisonnement-là, si on ne s'assied pas autour d'une table avec les acteurs privés et qu'on voit les acteurs privés que comme une variable d'ajustement de la pire des façons, finalement une variable comptable budgétaire, on se trompe fondamentalement sur le levier que représentent les personnes qui sont rassemblées autour de cette table aujourd'hui. Lorraine Ferrand, je vous en prie, je vous donne la parole. Sur votre question sur l'iniquité, nous, c'est quand même un véritable sujet. Hein. Ça a été quand même des annonces qui ont été faites avec, toujours sur le remaniement, hein, avant le remaniement, et puis finalement, elles ne sont pas appliquées aujourd'hui, notamment pour les travails de nuit et pour certaines primes sur notre secteur. Donc, en fait, c'est créer une division où il n'y en a pas. Parce que ces personnes-là, elles peuvent travailler dans n'importe quel établissement, public, privé, mais aussi sanitaire comme médico-social. On n'a pas le droit de les empêcher de le faire parce qu'on a besoin d'attractivité. Et quelqu'un qui s'engage dans ce secteur, déjà, il est courageux. Il ne faut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut et autant de temps qu'il le veut. Donc, si l'État doit intervenir dans ces moments-là, il doit plutôt abattre les contraintes et valoriser ces personnes-là qui s'engagent, parce que je pense que ce sont des petits héros chaque jour, hein, et que il ne doit pas mettre des dispositifs qui sont différents d'un côté comme de l'autre. Public-privé, ça n'existe pas quand vous portez une blouse. Jamais. Alors, oui, je vous en prie. Alors, cette table ronde touche à sa fin. Je vous propose quand même de faire une conclusion, si vous le souhaitez. Oui, avec plaisir. Je pense que le thème, c'était la pluriannualité. La pluriannualité, ça consiste à faire converger les acteurs de la production de soins et du privé vers des objectifs communs de santé publique et des gains pour le système de santé. Donc il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. C'est ce qu'on peut appeler le passage à l'âge adulte, la sortie des corporatismes et la convergence des moyens vers une finalité qui est une finalité évidemment économique, mais d'abord de santé publique. Vous venez de parler d'inégalité. La première des inégalités, c'est devant la mort, devant le territoire et le destin qui nous est assigné. Le rôle de la société, c'est de rétablir une forme d'égalité et c'est la noblesse d'une société. Force est de constater que l'administration, dans certains grands, on a parlé de gouvernance et d'absence de gouvernance, d'accord ? C'est très pratique l'absence de gouvernance, ça permet de ne pas être responsable. Donc la triannualité et la responsabilité. Sophie Beaupère, je vous en prie. La pluriannualité et fédérer les acteurs, c'est possible, puisqu'on avait signé par exemple les fédérations avec Agnès Buzyn, le protocole de pluriannualité, Fédération des établissements de santé. C'est possible et c'est indispensable. Les projets fédérateurs autour de la qualité de vie des patients, de la réduction des délais de prise en charge existent et c'est cela qu'il faut que les pouvoirs publics encouragent. Adrien Michaud. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que je pense que même la pluriannualité va fédérer les acteurs de facto à partir autour d'objectifs communs. Donc ça, on a besoin de tous pour travailler sur ça, sur ces objectifs. Et on ne peut plus avoir cette politique girouette. On doit vraiment faire ce qu'on dit et s'y tenir. Voilà, pour ramener aussi la confiance dont les industriels ont besoin. Lorraine Ferrand. Les acteurs privés du grand âge participent complètement à ce combat de la pluriannualité et pour une meilleure visibilité et parce que nous sommes prêts, je pense, parce que ça a été proposé sur l'écologie, que c'est déjà le cas dans le cadre de la défense, qu'on a un ministère qui couvre un champ qui nous permettra d'aborder toutes les questions de la pluriannualité. Nous sommes prêts et il faut le faire maintenant. Je vous en prie, Monsieur Fabrice Le Peut-être juste un mot pour dire que on dit souvent qu'un pays qui n'a pas une industrie puissante est un pays qui ne va pas très bien. Mais un pays qui n'a pas un système de santé performant et pas non plus un pays qui est en grande forme. Et donc le MEDEF sera attentif dans les mois et les années à venir pour que les arbitrages qui sont décidés par nos gouvernements successifs ne portent pas préjudice à l'éclosion d'un secteur ou au renforcement d'un secteur
privé de la santé en France, au sens large? Moi, juste 3 mots, je dirais qu'on nous foute la paix pour qu'on retrouve le sourire, parce qu'on fait quand même le plus beau métier du monde, c'est celui de prendre soin de l'autre. Voilà. Et ça, franchement, il y a 3 métiers qui ne disparaîtront jamais, c'est faire manger, habiller et soigner. Voilà. Et le reste, on peut peut-être s'en passer un peu. Mais soigner, prendre soin de l'autre, à vie, on en aura besoin. Et comme tu dis, la vie est de plus en plus longue. Et c'est bravo, surtout toi qui es jeune, tu auras une espérance à 120 ans. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une espérance de 120 ans. En tout cas, merci pour cette table ronde. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis.